Bonsoir et bienvenue pour notre toute nouvelle émission au sein de Radio Red. Aujourd'hui nous recevons 3 acteurs du milieu associatif, du milieu associatif fribourgeois, qui ont lancé l'association Récupère Action pour notamment la distribution de denrées alimentaires. Je vais déjà vous demander de vous présenter. Nous avons Jonathan, Miguel et Antoine. Merci d'être là, présents dans Radio Red. Merci à toi. Et Merci. Qui êtes-vous ? Alors, nous sommes 3 membres du comité de récupération. Pour ma part, je m'appelle Jonathan Bugnon. Je viens d'avoir 36 ans. J'ai un garçon de 10 ans. Il s'appelle Léonard. J'ai vécu une grande partie de ma vie sur Fribourg. Et puis, on a commencé. Je suis l'un des initiateurs de Récupération. Voilà. Moi c'est Antoine, j'ai 23 ans. J'habite à Fribourg depuis 3 ans et demi. Mais pour moi c'est un retour aux sources vu que mes arrière-grands-parents viennent de la Gruyère. Mais je suis né en France, donc c'est un petit retour aux sources pour moi. Et je suis le responsable logistique et intendance au sein de Récupération. Parfait. Et Miguel ? Et de ma part, je suis Miguel et je suis responsable d'horaires alimentaires et chef de cuisine. Et j'ai actuellement 24 ans et je vis à Fribourg. Parfait. Donc merci les gars pour cette introduction. Je vais m'adresser à toi en premier, Jonathan, puisque c'est toi-même qui a lancé le projet. Donc même s'il y a eu beaucoup d'autres membres qui ont suivi justement cet engouement par rapport à la récupération de denrées qui est pas si nouveau, mais on abordera aussi peut-être les nouvelles problématiques en lien avec la Covid. Quelles expériences tu as eues, j'allais dire les plus anciennes expériences, en termes de récupération de denrées alimentaires? Ça remonte à quand dans tes souvenirs? Alors, je l'ai fait moi-même depuis longtemps. Je l'ai fait, je pense, dans mes séjours en Thaïlande. Là, j'ai je pense, eu une bonne école. Notamment pas que pour les denrées alimentaires. Mais j'ai eu la chance de voyager souvent au même endroit là-bas, depuis que j'avais 12 ans. Et puis, souvent, en regardant, en observant, et puis en se faisant un petit réseau là-bas aussi, on participe aux mêmes activités. Et puis, notamment le fait de récupérer derrière les restaurants, de voir en fait ses amis qui font ça depuis qu'ils sont tout petits, de me montrer en fait la richesse qu'il y a derrière les poubelles. Ça, je l'ai vécu assez jeune. Et puis j'ai surtout, du fait que les temps un peu aussi pour moi sont un peu difficiles, depuis plus je fais de la récupération comme ça à titre personnel pour manger donc moi-même depuis 2-3 ans. 2-3 ans, voilà. Et puis ça c'est plus pour, d'une manière un peu plus soutenue, j'allais dire, voilà. Oui. On est d'accord que c'est pas seulement par militantisme que tu fais ça, ou j'allais dire c'est pas non plus que par survie, il y a certainement les deux aspects. Voilà, exactement, c'est démarche. Comme tu dis, c'est un petit peu aussi, c'est à portée personnelle ce militantisme, parce que justement, c'est récupérer ici des légumes, c'est aussi considérer des choses qui ne le sont plus par la grande distribution, qui ne sont hors des standards cosmétiques des légumes. On en a aussi pour le corps humain, on en a aussi pour les légumes, voilà, ceux-là ils finissent à la poubelle. Tort d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi, c'est tout à fait comestible pour la majeure partie de ce qu'on trouve. Donc militantisme pour ça, c'est aussi de la résistance aussi, parce que finalement le gaspillage, c'est comme tout, on peut limiter les conséquences aussi, souvent selon toute la chaîne de la production à la consommation d'une denrée, on peut limiter le gaspillage, ça c'en est une aussi. Alors justement j'ai une question pour tout le monde. Combien de fois à votre avis dans votre enfance vous avez entendu « ne gâche pas » ou « finis ton assiette » et des choses finalement qui viennent à dire qu'il ne faut pas mal utiliser la nourriture et surtout ne pas la gâcher en n'en consommant qu'une partie et en jetant le reste. Vous avez combien de temps pour la réponse? Le temps que je compte. Le nombre de fois que mes parents m'ont dit ça. Mais ouais, je pense que ça devait être quasiment hebdomadairement. Mes parents me disaient ça. Parce que aussi, il y a mon père à un moment où il était un peu aussi
un peu, il avait des dettes, etc. Et du coup, il faisait gaffe, etc. Du coup, on m'a toujours inculqué ce moyen de ne jamais gâcher, même si on a une sorte de religion dans ma famille, c'est on ne finit pas les plats. Mais ça veut dire qu'on coupe toujours la moitié. Donc s'il reste juste un grain de riz dans le plat, c'est bon. Mais s'il reste plus aucun de riz, là c'est la grand-mère qui te tape sur les doigts et c'est un peu plus compliqué. Mais c'est comme on peut manger un paquet de gâteaux entier, c'est toujours la personne qui mange le dernier gâteau qui se fait engueuler. Oui, d'ailleurs, il y a toute Donc moi, ce que je faisais à chaque fois, c'est des formules de politesse par rapport à ce dernier gâteau. Personne ne prend. Il y a des paquets de gâteaux qui restaient chez ma grand-mère, il y avait toujours un, mais personne ne voulait le prendre. Parce que tu savais que derrière, il y a la grand-mère qui te tombait dessus, tu te dis... Hi. Alors, ça vient de là, alors le fameux dernier biscuit qui n'est jamais consommé, ça vient de ta grand-mère. Ça vient de la grand-mère. Ah, ok, ben, on aura appris quelque chose. Ça explique tout en fait. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est super intéressant, je trouve, de faire le rapprochement avec l'éducation, avec notre propre rapport à la nourriture, et aussi notre société en apparence d'abondance. Mais abondance pour qui? Et puis, on voulait en parler peut-être juste avant que je te pose la question, Jonathan. Miguel, est-ce que toi-même, tu penses qu'il y a des références d'éducation qui font que peut-être aujourd'hui tu te retrouves à Récupère Action, à faire cela, enfin que tu trouves du sens là-dedans, aussi par rapport à des repères familiaux? En tout cas, dans ma famille, on était tous des personnes qui mangeaient beaucoup durant les repas de famille, même à l'extérieur. Et mon grand-père, il était cuisinier de base. Du coup, j'ai toujours eu l'envie de cuisiner, justement. Et c'était aussi mon éthique personnelle que je refuse de laisser une personne mourir de faim. C'est ça. En fait, je suis toujours prêt, même si c'est le dernier personne, même les mauvais bien bons, je refuse de faire ça, même pour les personnes. Ce sont des valeurs très fortes, justement, enfin, le fait de valoriser la nourriture, de valoriser à travers donc, tout ce qui est gastronomique, et comme tu le disais Jonathan, valoriser ces fruits, légumes et autres denrées alimentaires qui ne correspondent pas, entre guillemets, au canon de beauté des grandes instances de distribution. Et que vous, finalement, vous luttez un peu contre ça, contre le fait, j'allais dire, cette discrimination au faciès des fruits et des légumes, alors que le contenu énergétique et nutritionnel est finalement le même. Il est tout à fait le même, je pense que d'autres le diront aussi, mais... Alors on ne peut pas lutter contre les canons de beauté des légumes et des fruits à nous seuls, mais on peut justement, comme tu le disais, on peut revaloriser, on peut leur donner un sens, quoi. Ils ont aussi ce droit d'être consommés finalement, et puis de pouvoir nourrir des gens, et d'une manière tout à fait efficiente, c'est clair. Mm-hmm. Et justement, dans les idées peut-être préconçues que nous pouvons avoir, on va parfois entendre le fait qu'il n'y a pas ou peu de pauvreté en Suisse, et justement des acteurs comme vous peuvent nous confirmer que s'il y a de la pauvreté, peut-être qu'il y a moins d'extrême pauvreté que dans d'autres pays, mais la pauvreté est bien présente, et le fait de chercher de la nourriture dans les poubelles, c'est quelque chose qui existe en Suisse, n'est-ce pas? Après, c'est qu'on est dans un pays où, je pense, pour ma part, c'est que surtout on essaye de la cacher, cette pauvreté, parce qu'on a toujours été le pays riche par excellence, avec les montres, les milliardaires, l'or des nazis à l'époque, etc. On a toujours eu ce rapport à l'argent, et du coup, inversement, on ne nous regarde pas ce qui est en bas de l'échelle. C'est ça, je pense, c'est un syndrome de stigmatisation, de honte. Le fait d'aller à l'aide sociale, le fait d'aller demander de l'aide, le fait de remplir des formulaires, le fait de courir les institutions, de se dire mais s'il vous plaît, ah merci, oui. Vous voyez, ça cultive un sentiment de culpabilité. Moi, j'ai aussi démarché auprès de l'aide sociale, j'ai vite arrêté. C'est pas parce qu'on s'endette forcément pour un bon moment de sa vie, mais c'est que... On parle à des gens qui ne nous comprennent pas, et puis qui ne comprennent pas la précarité, le fait ils le voient ça en des chiffres. J'ai fait, on peut voir les choses du données quantitative, hein, mais aussi qualitative. Oui, et ça, justement, ils ont un peu de peine à comprendre ça. Et le fait que beaucoup de gens, ici au pays des riches, être pauvre, c'est ultra dur. Et aussi, c'est pour revenir sur ça, nous sommes aussi un pays qu'on a honte d'avoir besoin d'aide
pour la personne. Par exemple, je connais des amis qui sont vraiment dans la M totale et ils n'osent pas venir justement pour prendre de la nourriture. Ils me donnent un coup de fil ou m'envoient un message pour dire écoute Miguel, t'arrives à me donner ça, t'arrives à me donner plus tard durant la soirée. Alors, je vous remercie justement d'avoir abordé toutes ces thématiques, je dirais, d'ordre psychosocial. Pourquoi psychologique? Parce que vous avez donné deux termes qui sont pour moi fondamentaux, la culpabilité et la honte, qui finalement sont très présents, et je fais le rapport justement avec le fait, par exemple, d'aller chercher des aliments dans des poubelles, et certaines personnes qui n'ont jamais été exposées à ce genre de situation disent « Ah, moi je ne pourrais pas, car j'aurais trop honte. » Honte de quoi? Qu'on me voit. Mais est-ce que vous auriez honte de mourir de faim ou d'être dans une situation complètement précaire? Pour ma part, j'ai dépassé le stade de la honte parce que j'ai la chance d'être estimé par des personnes qui me considèrent par autre chose que ce que je gagne ou ce que j'ai dans les poches. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que on est considéré pour autre chose que ce qu'on gagne. Bah, le jour où j'ai plus de salaire, j'ai heureusement, j'ai les mêmes amis que j'avais avant. Certains peut-être sont partis ou sont moins présents, mais je compte les mêmes que j'avais avant. Et ça, c'est des fois une peur pour certaines personnes de ne plus être considérées comme avant, parce qu'il y a une chute dans l'échelle sociale ou de... Je sais pas, ça c'est vrai que c'est peut-être un stress. Maintenant, j'ai pas ce stress, mais d'aller fouiller dans les poubelles pour manger, pas par militantisme ou par résistance, comme on évoquait avant, mais par subsistance. Le stade de honte, il est passé, là. Là, vous l'avez dit, là, vous l'avez digéré 15 fois. Là, il y a quelque chose à mettre dedans l'estomac à la place. Vraiment maintenant. Et ça se fait peut-être pas toujours au grand jour. Les gens, on ne le voit pas. D'ailleurs, déjà, si vous avez remarqué, beaucoup de containers sont cadenassés. En Suisse, certaines poubelles vivent mieux que certains SDF. Vous avez vu qu'il y a... Des fois, c'est protégé du vent et tout. Je dis pas qu'il y a chauffage, mais quand même. Il y a des structures. Parlons justement de la tuile. Parlons aussi d'autres institutions qui distribuent la nourriture. Point d'ancrage, banc public. Toutes ces institutions ou associations vous pourront vous dire qu'effectivement, la pauvreté, elle est là, elle existe. Tout à fait. Alors justement, on parlait de la Suisse et un peu de ce paradoxe d'image de pays riche que la Suisse a à l'extérieur. Et j'allais dire même dont on se rend compte en vivant en Suisse, mais on se rend compte également qu'il y a d'autres réalités que celles des personnes qui ont des montres à 4 ou 5 chiffres, d'autres instants de vie. Et ce qui m'intéressait là-dessus aussi, c'était peut-être le côté interculturel au sein de l'association, dans le sens où il y a, comme vous me disiez en off, ça parle parfois espagnol, mais que tout le monde est bienvenu en tout cas. Alors ça c'est sûr, je sais pas ce que dirait Antoine qui est français. Moi je suis français de base et puis Miguel espagnol. Puis pourtant il y a toujours le petit aussi, comme quoi les Suisses n'aiment pas les Français, etc. J'ai quand même été bien accepté au sein du groupe. Ouais, quand même. Après, oui, c'est sûr qu'on a toutes les nationalités. On parlait tout à l'heure d'une sorte de quelque chose comme une dizaine de nationalités différentes qui sont présentes au sein de l'association, de tous bords, donc toute religion, de tout genre, de toute orientation sexuelle. On prend juste la personne, après ce qu'il en pense, il le pense dans sa tête, et puis voilà, nous on est là entre bénévoles, entre personnes, on sait qu'on fait ça pour une bonne cause, puis après on laisse nos soucis à la maison, on les récupère quand on va se coucher le soir, et puis voilà. Alors, très bien. Alors justement, on a parlé entre guillemets des différentes origines ethniques, des personnes qui font partie d'aujourd'hui de Récupération. Et j'allais même dire d'un point de vue social, vous n'avez peut-être pas que des personnes soit qui ont connu entre guillemets des moments de galère, n'importe qui peut être intéressé par la récupération de denrées alimentaires, aussi bien en termes de donation que d'action directe, comme on a pu le voir ici au sein de la RAID, ou des missions, des actions qui sont mises en place. Finalement, quels vont être les différents intervenants dans Récupération?
Tu dis dans le courant de la chaîne, entre la réception et puis la distribution. Et pour voir aussi donc, si ça peut être des personnes donc, qui sont parfois pas du tout mêlées au tissu associatif, mais qui peuvent être émus, touchés par donc, l'action de récupération, même s'ils sont dans un monde professionnel complètement différent. Ah oui, alors déjà, les personnes qui nous aident ou qui nous ont aidés jusqu'à présent ont des professions justement très très différentes déjà. On a conseillère juridique, on a avocat, enseignante, on a chômeur aussi, chômeur, ça c'est, je crois que on a des paysagistes, mais on a des paysagistes, c'est juste. On a maçon, qu'est-ce qu'on a, bref, aussi, et puis comment on va dire, les personnes aussi qui sont touchées hors de l'association aussi. Par exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un couple qui habite la Broye, qui voudrait lancer une antenne de récupération aussi dans la Broye. Alors il me demandait, comment est-ce que j'avais fait pour mes statuts, l'association, dans quel ordre il fallait faire. Alors bien sûr, il y a des modèles sur Internet, on peut prendre les statuts d'une association sur son site Internet, voir un peu l'architecture, comment c'est écrit, on peut avoir des conseils. Et oui, alors il y a plein de gens qui sont intéressés et qui posent des questions. Ouais. Oui. Alors c'est super pertinent que tu nous parles justement des statuts. Avec les conversations qu'on a eues, donc j'ai appris que Récupération est née officiellement en décembre 2020. Même si toi en particulier, Jonathan, tu étais toujours intéressé par ce sujet-là, qui est la récupération de denrées alimentaires. Et est-ce que par exemple, donc, la constitution de l'association, c'était facile à faire ou c'était très bureaucratique et très administratif ? En fait, le début, donc la première distribution, c'était le 20 décembre 2020. C'était avec Isabelle Porras, qui était une enseignante, étudiante à l'HESSO. Et puis, d'ici là, on a toujours fait nos distributions. Puis c'est que le 22 février de cette année qu'on a déposé nos statuts. Et on n'a donc pas attendu d'être administrativement existant pour agir. Et donc compliqué, puis administratif, administratif certes, mais compliqué pas forcément, du fait qu'on a eu aussi beaucoup d'aide. J'ai par exemple demandé à un ami de mon père qui est notaire, savoir est-ce que finalement on pourrait convertir, je sais pas, une association en fondation, est-ce qu'il y a besoin de l'inscrire dans un statut. C'est toutes des petites questions finalement qu'on collecte, qu'on peut poser à des personnes compétentes. Oui, alors justement, ça me donne envie de rebondir là-dessus. On dirait qu'il y a beaucoup de débrouille au sein de Récupération, que vous n'allez pas forcément engager beaucoup de moyens financiers, mais ça va être beaucoup du bouche à oreille, beaucoup de contacts, de réseaux personnels que vous employez à des fins associatives. Est-ce que je me trompe ? En effet, oui. Par exemple, 2 semaines en arrière, j'ai fait presque 200 repas prêt à être servi avec une seule plaque de cuisson. Bravo, c'est une belle performance. Je sais pas si c'est dans le livre des records ou pas. J'atteste, mais alors... c'était un plat complet. Et un plat chaud. Ouais, non, froid. Moi, j'aime bien manger chaud. Excusez-moi, on devait servir un plat froid. Un plat froid. Mais par contre, pour la préparation, c'était chaud. Du coup, on a fait presque toute la journée depuis 8h30 jusqu'à 23h au soir pour faire à peu près 200 personnes, 200 plats finis. Mettre en avant donc l'efficience, c'est-à-dire qu'avec peu de moyens, vous avez quand même servi 200 plats. Donc à des personnes, je pense, qui étaient quand même ravies de recevoir gratuitement donc un plat qui a été cuisiné, pas seulement un truc juste réchauffé, déjà tout prêt. Enfin, il y a vraiment une action de cuisiner, et puis ça fait référence aussi à tout notre rapport à l'alimentation. Je pense que ce que vous faites, et faites encore. Oui. Pour rajouter un autre truc, c'est que vu que je fais du rugby et que un truc essentiel qu'il y a au rugby, c'est l'entraide. J'ai juste mis 2-3 messages sur le groupe. On a un avocat, bizarrement oui il y a des avocats qui jouent au rugby, mais qui nous a aidé pour les statuts. J'ai une autre personne du rugby qui m'a aidé pour trouver des chariots,
pour trouver des véhicules, pour des palettes. On fait marcher tous nos réseaux, etc. pour essayer de trouver des... Après, pour prêter les voitures, on a dû louer une seule fois, payer de notre argent un camion. Alors qu'on a des camions, des voitures toutes les semaines, on demande à nos potes, ouais, vas-y, prends les clés. Tu me ramènes une bière à la fin de la journée, et puis je serai content, quoi. C'est du troc finalement. C'est exactement ça. Et pour revenir au troc, il y a une magnifique histoire par rapport à ça. Oui. Je laisserai Jonathan l'expliquer par rapport à ton plâtre. Apparemment, ah oui, mon plâtre, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai que je me suis brisé en fait le coude. Pas trop grave, mais ça nécessitait je me suis pété la bourse, au fait, comme on dit. La bourse, au fait, se trouve sur la pointe du coude. La pointe du coude, au fait, justement, c'est flottant comme ça. Et puis, donc, c'était ouvert à vif. Et puis, je suis allé aux urgences et j'ai donné ma carte d'assurance. Elle n'était plus valide. Aïe. Ouais, voilà. Alors, 2 fois aïe, 3 fois aïe, je me suis posé la question, vraiment j'ai posé la question, mais si on allait me soigner quand même. Alors l'infirmière qui était aux urgences, elle m'a dit, oui, ne vous inquiétez pas, on n'est pas aux États-Unis où là on va vous jeter dehors. Vous inquiétez pas, on va vous prendre en main. Ok. Puis je reçois un plâtre, mais même pas middle class, un plâtre comme tout le monde et tout. Puis je vais le changer. Et j'explique ce que je fais. Alors, ils m'ont dit, au fait, on vous l'offre le plâtre. Enfin, c'était un peu un gag comme ça. Mais je sais qu'il y a bien quelqu'un qui va le payer, ce plâtre et tout. Alors, je me suis dit, pour rendre l'appareil, j'ai pris avec moi un énorme carton de chocolat surfin qui nous a été donné par justement une entreprise de chocolaterie du coin. Et j'ai inondé, mais vraiment... donner le maximum de chocolat que je pouvais aux urgences de l'hôpital cantonal. Et puis ils étaient tous contents. Mais ils me demandaient d'ailleurs pourquoi je faisais ça. Je dis parce que on peut le faire. Puis c'est ma façon à moi de vous dire merci ou bien de vous rendre un truc. J'ai que ça. Avec cette philosophie de vie t'accompagne dans ta vie personnelle, pas seulement au sein de Récupération, même des différentes missions que tu as pu faire dans le milieu associatif. Donc c'est toute une philosophie finalement. Puis j'ai l'impression aussi, pour avoir côtoyé d'autres milieux associatifs, sans vouloir critiquer, que c'est assez horizontal, que les nouvelles personnes qui veulent rejoindre l'association, finalement, sont traitées d'égal à égal, qu'il n'y a pas tellement de hiérarchie. Enfin, c'est l'impression que j'ai ici à la RAID quand je vous vois travailler ensemble. En tout cas, t'es pas le grand Manitou, le gourou de la Tant mieux alors, tant mieux. Non, mais en fait, juste parce que c'est bien. On aime bien l'appeler comme ça. Ouais, voilà, juste pour m'emmerder un peu, mais pour flatter son ego surtout. Voilà, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai qu'au début, je dois dire, si l'ambiance est bien, ou bien les rapports se sont des fois aussi peut-être des fois normalisés, c'est que ça n'empêche pas aussi, comme la société aussi actuelle, j'ai eu des problèmes et j'ai encore des problèmes d'organisation et de communication. C'est évident. Et des fois, finalement, même si c'est vrai que cette organisation dit horizontale ou dans un sens elle s'installe, et puis moi j'ai besoin d'être rassuré. Vous voyez. J'ai besoin d'être rassuré, puis j'ai de la peine à déléguer, des fois c'est mon souci aussi. Et j'aime bien regarder ce que fait l'un, ce que fait l'autre, il faut que je lise ce que l'autre a dit, ce que machin et tout. Et puis j'essaie de des fois canaliser, puis de tout contrôler. Et je me rends compte que des fois, je dois faire confiance. Et c'est peut-être pour ça qu'on remarque aussi, ça devient plus horizontal. Effectivement, ça coule plus. Et ça, je suis très content de l'entendre finalement. Parce que, comme dans tout stress, moi aussi, je parle de moi, mais c'est vrai que je peux être peut-être très dirigiste, ou je l'ai eu été. Mais c'est Bonnard, c'est chouette d'entendre parler qu'il y a ce retour. Les expériences du passé ont servi, et puis qu'on continue d'apprendre. C'est notre lot à chacun. Je voulais revenir peut-être sur 2 éléments artistiques, culturels, moi, qui m'ont fait penser à vos actions. C'était dans un premier temps donc, le documentaire d'Agnès Varda qui s'appelle Les glaneurs et la glaneuse. Et il y a toute une portée sociologique dans ce documentaire où on fait donc, le rapprochement entre les glaneurs d'antan qui se baissaient pour ramasser donc, les épines de blé et les glaneurs urbains modernes qui se baissent pour récupérer finalement ce qui n'a pas été choisi sur les marchés ou même qui se baissent pour récupérer la nourriture dans des poubelles peut-être plus basses et qu'il y a tout aussi peut-être une
forme de violence symbolique, dans le sens où on affiche son statut social en récupérant ces denrées de cette manière, sans passer par une transaction commerciale habituelle, mais qui est tout à fait légale, puisque finalement ces denrées, elles vont finir à la poubelle, elles vont être détruites sinon. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc on dépasse beaucoup ce sentiment de honte, parce qu'on fait référence aussi donc à des instincts plus primaires, on va dire la nécessité basique de se nourrir. Moi, j'ai peut-être la chance, peut-être, je sais pas comme vous, mais mon daron, enfin mon père qui est décédé maintenant, je veux dire, lui, il a vécu dans une génération où il n'y avait pas besoin d'aller glaner. Il vit dans les 30 glorieuses, il y avait du boulot, c'était la croissance à fond les ballons. Voilà, non, ça sert à rien on se baissait pas parce qu'il y a 10 centimes par terre. Maintenant, oui, parce qu'on doit se baisser. Pour un grain de blé, pour 10 centimes, pour un sandwich par terre. Et puis le fait qu'on puisse encore le faire, et puis qu'on dépasse ce sentiment de honte, je vais vous dire, personnellement, moi, je me sens soulagé. Vraiment, vraiment, je ne souffre pas j'ai peut-être un avantage de ne pas souffrir de cette étiquette sociale qu'on peut coller à ça. Du fait, parce que j'ai peut-être des amis qui me le rendent bien, j'en sais rien. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est vrai que peut-être de notre génération, nous, on va peut-être obligé de ramasser, de faire attention aux détails pour nos enfants. D'aller glaner un peu plus pour nos enfants, ce que nos aïeux n'ont peut-être moins fait, ou ressenti le besoin de faire. Après, moi, vu que entre guillemets, j'ai eu de la chance, je viens d'une famille aisée qui était frontalière, j'habitais en France, mais mon père travaillait en Suisse, je suis toujours parti en vacances, je suis toujours parti au ski, donc c'est sûr que j'ai pas tant vu que ça. Mais après, oui, moi de toute façon, de base, dès que je vois 5 centimes par terre, je le ramasse. Parce que je me dis qu'une fois, ils vont bien me servir un jour ou l'autre. Mais après, oui, après, me baisser pour aller au marché, au pavé, je sais pas si je suis encore à ce stade-là. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore de maturité encore. Ok, très bien. Miguel, est-ce que toi-même tu voulais intervenir sur ce point ? Pas du tout. Ok. Alors justement, parce que m'avait tout dit, et du coup, après, je peux pas dire plus, parce que notre génération actuelle, il y a beaucoup de galères, on va dire ça, et il y a beaucoup de problèmes de société qui viennent vraiment droite à gauche. Au niveau d'études et au travail, il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. Du coup, je peux pas vraiment dire plus qu'il y a tout le monde qui sait déjà, du coup. Il y a ce besoin de glaner justement pour l'étiquette. Maintenant, il y en a de plus en plus peut-être on n'en souffre plus, on en souffre. Mais certainement que beaucoup le font avec ce sentiment de honte, que ça existe toujours et qu'ils ne sont pas dans le réseau associatif, qu'ils se cachent ou peut-être sont isolés. Et qu'on a remarqué notamment avec l'apparition de la Covid, qu'il y a de plus en plus d'isolement. Donc ce sont des acteurs locaux finalement comme vous qui vont peut-être avoir un œil plus aiguisé sur ces nouvelles situations, j'allais dire, que par rapport aux autorités qui ne vont pas forcément côtoyer des gens qui sont dans ce type de galère. Alors à ce sujet-là, ça c'est sûr que on n'est pas des spécialistes en intervention sociale, mais dans un sens on a une certaine expérience de la précarité. C'est une expérience terrain. C'est sûr. Tu faisais, je sais plus, c'était toi Jonathan qui faisait le parallèle avec les services sociaux, alors qui ont leurs qualités et leurs défauts, mais on sent finalement une distance peut-être par le bureau, par le. J'ai d'ailleurs une petite anecdote pour marquer cette distance qui est pour moi. Mais je vous ai dit, je pense que je vais mettre. Je me suis mis un demi-jour à me remettre de cette discussion. J'ai été convoqué le 2 mars dernier à un entretien, à une interro-surprise. À une interro-surprise, c'était par le chef du service de l'action sociale, monsieur Jean-Claude Simonet,
qui est responsable de la SASOC, en fait, qui décide un peu justement des aides et autres, donc qui a un pouvoir. C'était en fait la personne la plus proche de l'antre du pouvoir que j'ai pu avoir une conversation avec. Et donc après cette discussion d'1h30, oui, je lui ai donné une quantité d'informations, des faits, des points de vue ou d'autres, voilà. Je lui ai demandé concrètement qu'est-ce que je pouvais retirer de cette discussion. Parce qu'on a, nous deux, avec toute la formation étoffée qu'il a abouti dans les sciences sociales, il a étudié donc le terrain au niveau académique, hein, c'est un angle. Moi j'ai aussi eu ma part des sciences sociales à l'Uni, mais je la vis aussi maintenant, comme d'autres. Hein. Et là où se trouve la différence, c'est quand je lui ai demandé qu'est-ce que je peux retirer d'1h30 de discussion avec ça, j'étais bien éprouvé, il m'a dit que nous continuerons, donc c'est ces mots, nous continuerons à observer la situation de plus près. Alors j'étais bien au bureau de l'action sociale, hein, rassurez-vous. Et puis surtout, il y avait quelque chose aussi, c'est qu'il m'a donné 52 paquets de mouchoirs avec l'effigie de Fribourg pour tous, en français et en allemand pour diffuser l'information. 52 paquets de mouchoirs parce que vous allez bientôt pleurer sous Alors, écoutez, le parallèle il est criant. Le parallèle il est criant, ça c'est sûr et certain. Mais il y a cette volonté de bien faire, il y a cette volonté peut-être aussi qu'ils ont d'accompagner, mais c'est pour nous trop timide. Beaucoup trop timide, pas pour nous, hein, je pense. Hein. Il manque une prise de risque, il manque un certain investissement ou une prise au sérieux. Ça viendra. Hein. Il y a le manifeste qui vient d'être publié, d'être soutenu par 58 associations. Je pense qu'il doit prendre un peu la température ces temps, à mon avis. Voilà. Donc voilà, ça illustre bien le fossé qu'il y a dans la perception de la température sociale entre l'État, ou je veux dire les autorités, et ceux qui ont les mains dans la fange. Très bien, en tout cas, on te remercie pour cette illustration. Mais et on espère que M. Simonet prendra pas mal les propos qui ont été énoncés. Non, mais ça fait partie de la transparence. Ça fait partie de la transparence et voilà. Cette salutation. Okay. Alors, très bien, moi je voulais aussi parler donc d'un autre petit documentaire, donc après celui d'Agnès Varda, qui est sorti en 2000, Les glaneurs et la glaneuse. Il y a donc ce documentaire qui s'appelle L'île aux fleurs, qui me semble est un documentaire brésilien, où on voit le parcours d'une tomate entre le moment donc, où elle pousse jusqu'au moment où elle est consommée, d'ailleurs où on pense qu'elle a fini d'être consommée, mais non, elle a encore tout un cycle de vie après la consommation par les êtres humains, enfin par certains êtres humains. Et il me semble que toi, Jonathan, tu l'as vu ce documentaire ? Oui, c'est un court-métrage dont le rythme est assez rapide. Il y a toujours la répétition de l'homme avec le pouce préhenseur qui se distingue de tout le reste et qui marque sa supériorité, qui devrait, par rapport à ce pouce préhenseur notamment, et la logique qui s'ensuit. Oui, j'ai beaucoup aimé ce court-métrage. D'une manière ou d'une autre, ce genre de reportage ou de court-métrage t'a inspiré aussi dans tes actions ? Alors, elle m'inspire dans ma façon de voir les choses, c'est sûr. Parce que cette tomate, elle parcourt déjà une distance incroyable que je suis même pas sûr d'avoir moi-même parcouru récemment. C'est des milliers de kilomètres, c'est des milliers de manipulations, de transformations, et tout ça pour être de nouveau resservi à la fin. Je veux pas spoiler, mais il y a cette continuation il y a cette chute qui est dramatique. Oui, qui fait beaucoup appel à la dignité humaine, finalement. C'est ça. Je pense que ça fait partie aussi, entre guillemets, de votre combat, enfin j'allais dire de donner de la dignité aux gens, mais que les personnes aussi qui sont, entre guillemets, bénéficiaires donc, du fait de recevoir des denrées alimentaires, vous donnent en retour, n'est-ce pas ? Voilà, alors je rappelle juste que le droit à l'alimentation, c'est dans la Constitution. C'est quand même une condition sine qua non pour vivre. Hein. D'ailleurs, il y a une bonne référence, c'est Monsieur Ziegler, Jean Ziegler, qui est à l'origine de ce droit.
du moins dans sa conception légale. Et puis, justement, oui, alors ça fait appel à cette dignité humaine qu'on doit conserver coûte que coûte. L'idée, c'est de vivre, pas de survivre. Je sais pas ce que... Vivre plutôt que survivre, en tout cas quand on en a la possibilité. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a beaucoup d'outils pour avoir accès à cette dignité et à la vie plutôt qu'à la survie. Il y a un point aussi que je voulais éclaircir, parce que je vous ai beaucoup parlé donc, par rapport au regard que j'avais sur votre association, du fait qu'il y ait de la récup, par exemple, qui se fait aussi instinctivement dans les poubelles, mais je voulais quand même préciser que tous les produits qui sont fournis par Récupération, si ce sont des produits emballés, ils sont donnés tels quels, ou peut-être qu'il peut y avoir des produits qui sont récupérés chez des particuliers, mais en tout cas, ils ne sont pas détériorés. Pas du tout. On fait vraiment bien attention à ce qu'on donne, et tous les aliments on peut plus manger correctement, qu'il y a des traces de moisissure, ou bien des traces de pourri, ou bien c'est mal emballé, ou c'est immangeable, on va bien sûr les jeter. Parce que même nous-mêmes, on va pas manger ça, du coup, pourquoi il y a d'autres personnes qui peuvent manger ça? Et ça, c'est dans ma partie de responsabilité que je donne un petit peu les directives avec Antoine et Jonathan pour être bien en clair avec ça. Donc sur ce qui est comestible ou pas. Bien sûr. Et finalement, vous ne donneriez pas à quelqu'un des denrées alimentaires que vous-même vous ne mangeriez pas, enfin si j'ai bien compris. Ça fait partie de la cohérence Tout à fait, du ouais. mouvement. Ah bah oui. Très bien. Tu l'as écrit quand cette phrase? Hier? Ce matin à 8h. Non, c'est ça, On a fait ce matin. On a pensé, ouais, c'est ce matin. Ouais. Ce matin, on l'a écrit cette phrase. Ouais. On ne donne pas à manger à quelqu'un. Ah d'accord, bon bah c'est bien. Ça, On l'a écrit sur une feuille pour montrer aux bénévoles, pour dire à quel point les gens, pour savoir à quel niveau on peut garder un aliment, on a mis la phrase, si pour toi tu te sens pas de le manger, alors ne le donne pas et puis... J'allais faire une petite comparaison. Quand il n'y a personne chez vous, vous avez un vieux yaourt, puis le petit bout de yaourt là qui commence à périmer, puis il n'y a personne autour, puis on revient un peu à cette notion de honte, peut-être qu'on enlève un peu le moisi, puis qu'on mange, sauf que s'il y a des gens à côté, c'est peut-être plus problématique ou plus compliqué de le faire devant d'autres personnes, mais finalement on l'aurait quand même mangé, cette partie de yaourt qui n'était pas moisie. Alors je parle d'un yaourt, mais c'est le cas des fruits aussi, qui ont parfois des petites parties qui sont un peu pourries, mais on va essayer de ne pas gâcher et de couper la partie pourrie pour manger. Ouais, tu parlais de ton fils, mon fils il me dit ça, qu'il veut pas la banane toute noire. Je dis mais tiens, à l'intérieur elle est bonne la banane, voilà, on enlève juste le pourri, et entre guillemets on gâche pas, on transmet justement ce qu'on a reçu au niveau éducation, parce que niveau valeur, c'est vrai qu'on n'a pas envie de voir donc ces denrées. Alors après il y a toute la partie et puis les petits enfants en Afrique, t'y penses? Bon, vous avez peut-être reçu ce genre de commentaires quand vous n'avez pas fini votre assiette. Bien culpabilisant. Voilà, donc on est toujours dans le registre psychologique avec la culpabilité. Aussi, c'est plutôt dans le côté psychologique de la personne et du pur égoïste, parce que la personne qui a payé lui-même sa nourriture, du coup, il va pas jeter un truc qu'il a payé lui-même. C'est juste ça le problématique. Par exemple, si on y va dans un restaurant, basiquement, on a déjà eu des clientèles qui ont été pleins parce qu'il y avait une petite odeur bizarre, parce que pour eux, personnellement, ils ont trouvé ça pas bon. Mais après, avec mon chef de cuisine, que j'étais à mon ancien restaurant, c'était tout à fait bon en fait. Je pense qu'il y a une grande part psychologique là-dedans. Et on ne voit jamais ce qui se passe en cuisine quand on va au restaurant. On n'imagine pas dans les restaurants qui sont considérés comme, on va dire, des établissements gastronomiques avec un bon niveau, que en fait il y a peut-être des produits qui sont pas périmés mais qui sont déjà avancés, ou peut-être même qui correspondent donc aux fruits et légumes que tu décrivais tout à l'heure, Jonathan, donc qui sont peut-être pas très esthétiques mais qui sont tout à fait bons pour la consommation. Ça, donc on le retrouve même dans des restaurants. Sauf qu'on n'a pas accès, mais il y a aussi la manière de l'apprêter. Je pense exactement. Ça c'est une manière de faire. C'est vrai que si les bananes sont un peu molles, j'allais dire, ou bien noircies, elles peuvent finir dans un cake, sauf erreur. Bien sûr, comme j'ai fait la semaine passée, on a reçu une caisse de bananes noires, mais
pour être bien en clair, les bananes jaunes, blancs, qu'on reçoit dans les supermarchés et tout ça, elles sont pas mûres. Du coup, justement, par exemple, une banane bien noire, c'est une banane bonne, on va dire ça. C'est juste le côté c'est beau, la couleur, du coup, ça veut dire que c'est bon en fait. Voilà. Alors que les bananes, justement, qui sont jaunes pâles, vertes, elles ont été prises avant maturation, j'ai l'impression, en tout cas. Et du coup, avec ces bananes, on les a ramenées en cuisine sur le coup des 21h. C'était 22h. Ouais, 22h, quelque chose comme ça. Puis on a fini, le dernier cake est sorti du four, il était 1h30, 2h du matin. Ouais. Donc s'il y a des amateurs de cake, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook des Récupérations. On mettra le lien d'ailleurs dans la description sur la vidéo YouTube. Donc, parce que comme je vous disais, moi j'avais eu du mal à vous retrouver sur internet. On avait vu le lien Facebook, donc pour toutes les personnes qui veulent être en contact avec vous. Ouais. En tout cas, de mon côté, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous souhaitez ajouter d'autres éléments peut-être avant qu'on termine l'émission ? Écoutez, je tiens à remercier déjà toutes celles et tous ceux qui ont été donateurs, qui grâce à parce qu'on a reçu grâce aux appels aux dons une quantité qui nous a permis de faire des centaines de sacs. Et grâce à cette solidarité des Fribourgeoises, des Fribourgeois, même d'ailleurs, je dois dire que sans ça, on n'aurait rien fait. Alors je tiens à remercier effectivement Fribourg et tous ces généreux donateurs et donatrices qui nous ont permis et qui nous permettent encore de faire ce qu'on fait. Voilà. En tout cas, les remerciements sont transmis. Merci aux donateurs fribourgeois et aux donateurs d'ailleurs également. Miguel, est-ce que tu voulais conclure cette émission par un petit mot ? Non, pour Jonathan, là, tout ajouté pour bien terminer. Du coup, et toi, Tom ? Du coup, c'est l'heure d'aller boire une petite bière. Donc, comme toutes les bonnes émissions ont une fin, tout à fait. On va vous laisser parce qu'on a d'autres occupations à venir. En tout cas, c'était un plaisir donc d'avoir. C'est le membre de Récupéraction donc sur Fribourg et puis même ailleurs, parce qu'il y a d'autres actions, il me semble. Et puis on vous retrouve très prochainement sur notre chaîne YouTube donc de Radio Red. Et restez en contact avec nous. Si vous avez besoin de plus d'informations de la part de Récupéraction, on peut vous mettre en lien avec eux. Merci à tous. Merci à toi, merci à vous. À très bientôt. Bravo. Merci. Yeah.